Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est maintenant à Madame Annick Girardin pour le groupe 2RDP pour 10 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Madame, Messieurs les rapporteurs. L'examen en discussion commune des deux projets de loi déposés par le gouvernement, l'un relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, l'autre créant un procureur de la République financier, vient après l'examen à marche forcée des deux projets de loi relatifs à la transparence de la vie publique. Cet ensemble est censé former un tout cohérent et doter notre pays d'un arsenal législatif adapté en matière de lutte contre la corruption économique. Après la prévention des conflits d'intérêts des parlementaires et des élus locaux, voilà la lutte contre l'évasion fiscale complétée par la création d'un parquet financier à compétence nationale distincte du parquet de Paris. Au-delà de l'échelle des sanctions prévues dans le texte est sensiblement renforcée par la Commission, l'augmentation des peines étant considérée comme revêtant une vertu pédagogique et dissuasive, ce qui reste à démontrer, le dispositif de lutte contre la corruption tel qu'il est soumis à notre examen appelle plusieurs remarques et interrogations de la part de notre groupe 2RDP auxquelles vous ne manquerez pas de répondre, Madame, Messieurs les ministres et rapporteurs. Le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale, modifié en commission sans réel débat, introduit différents mécanismes augmentant les pouvoirs et les mécanismes de contrôle, ainsi que les possibilités de communication de documents en cas de recherche ou de répression d'une infraction. De nombreuses dispositions relatives aux procédures fiscales et douanières ont été introduites en commission. On a introduit notamment l'obligation pour l'autorité de contrôle prudentiel de communiquer à l'administration fiscale sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tout document ou information qu'elle détient dans le cadre de ses missions. Cette autorité de contrôle est chargée de l'agrément et du contrôle des établissements bancaires et des organismes d'assurance et veille à la préservation de la stabilité financière et à la protection des clients des banques, des assurés et bénéficiaires des contrats d'assurance. On peut légitimement se demander si cette disposition est compatible avec celle de la loi sur la séparation et de régulation des activités bancaires, ou si, dans le cadre du sauvetage en urgence d'une banque, la relation de confiance indispensable entre l'administration et la banque ne risque-t-elle pas d'être altérée. D'une manière plus générale, la liste des documents, pièces ou informations transmissibles à l'administration sans que leur origine illégale puisse leur être opposée, ne doit pas pouvoir faire l'objet de copies sous forme de fichiers, sous peine d'atteinte aux libertés individuelles. Attention, mes chers collègues, à ne pas transformer le fisc en hydre tentaculaire. La prise de copie est réservée à la Commission nationale informatique et liberté et doit être strictement encadrée par la loi. Le groupe 2RDP estime que si le renforcement de moyens administratifs de lutte contre la fraude fiscale est indispensable, il faut le redire, est indispensable, alors que la fuite effectivement des capitaux et l'optimisation illégale prennent tous les jours une ampleur de plus en plus scandaleuse, il ne doit pas faire de l'administration fiscale un État dans l'État. Quant à la protection générale donnée aux lanceurs d'alerte, à l'initiative de nos collègues, je rappelle les observations dirimantes exprimées par mes collègues Roger Gérard Schwarzenberg et Alain Touré lors de l'examen du projet de loi relatif à la transparence de la vie publique, ainsi que lors de l'examen de ce texte en commission. Attention, ont-ils dit, je le répète, à ne pas revenir sur les principes fondateurs de notre droit pénal. Les lanceurs d'alerte à la française seront-ils des délateurs ou des dénonciateurs? Au-delà de la querelle sémantique, je voudrais rappeler que s'abriter derrière l'article 40 du Code de procédure pénale, très faiblement utilisé, comme l'ont rappelé tant la chancellerie que le service central de prévention de la corruption, ne peut nous emmener sur un chemin que nous risquons de regretter. La pratique des lettres anonymes est déjà assez utilisée en matière de dénonciation au fisc sans avoir besoin d'en rajouter. Je voudrais maintenant dire quelques mots à propos du procureur de la République financier, dont la création par la loi organique a rappelé au gouvernement qu'il convenait d'intégrer la nouvelle procédure de traitement des infractions financières à la loi ordinaire, motivant ainsi sa rectification 13 jours après son dépôt. Un bel exemple de la précipitation dans laquelle le législateur, gouvernement et Parlement,
travaille actuellement. Intervention du Président de la République le 3 avril, présentation d'une communication du Premier ministre en Conseil des ministres le 10 avril, puis adoption des projets de loi en Conseil des ministres le 24 avril 2013. Et évidemment, engagement de la procédure accélérée. Pratique dont nous dénonçons la répétition. L'entropie législative nous guette, Madame, Messieurs les ministres. Les critiques à propos de la nouvelle architecture judiciaire pour le traitement de la délinquance économique et financière ne manquent pas. La création d'un procureur national placé sous la tutelle hiérarchique du procureur général de Paris, qui aura ainsi en charge 2 procureurs, est pour le moins originale. Je ne rappellerai pas les réserves émises par le Conseil d'État dans son avis, craignant des conflits de compétences ou de moyens avec le parquet de Paris. En écho, le premier avocat général de la Cour de cassation estime que la création d'un parquet national autonome soulève de sérieuses interrogations, tandis que l'extension des compétences du parquet de Paris, qui existe déjà en d'autres domaines, n'appelle pas de réserve. Vous l'avez dit, Madame la Ministre, Madame la Garde des Sceaux, les 36 pôles économiques et financiers seront remplacés par les 8 juridictions interrégionales spécialisées, les JIRS, qui verront ainsi leur champ de compétences considérablement élargi. L'exposé des motifs précise lacunairement que l'extension de leur champ de compétences devra s'accompagner d'une réflexion sur le renforcement de leurs moyens. Si la centralisation des moyens juridictionnels en la matière, qui n'est pas synonyme de compétences exclusives, sauf pour les délits boursiers, est souhaitable, la solution retenue, 2 procureurs placés auprès de la même juridiction, est hétérodoxe. Le président de la conférence des procureurs, il est vrai procureur de Nanterre et responsable d'un des principaux pôles financiers, plaide, lui, pour une juridiction autonome. Mes chers collègues, des difficultés, voire des conflits au sein de l'organisation judiciaire sont à redouter. Des questions se posent donc. Madame le garde des Sceaux, Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, la concentration des moyens et de l'expertise nécessaires à la lutte contre la délinquance financière que cette réforme suppose suffiront-ils vraiment? D'avance, je vous remercie pour les réponses que vous nous apporterez ou les remarques sur l'ensemble des remarques et interrogations du groupe 2RDP.